Le prochain intervenant est Mike Callicrat. Donc, c'est un éleveur. Hein. Donc, il est éleveur au Kansas et fondateur de Ranch Food. Donc, il va parler de l'ère des cartels est terminée. Plus d'agriculteurs souverains, plus de nourriture pour tous. Je lui donne la parole, Mike. Bonjour, je suis Mike Callicrat, éleveur de Colorado Springs, et je tiens à remercier l'Institut Schiller et Elga Zaplarouche pour l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de présenter, de participer à ce panel. Je pense que nous devons examiner les possibilités qui s'offrent à nous pour aborder ce système alimentaire mondialisé, hautement concentré, qui laisse un grand nombre de personnes affamées dans le monde, y compris les agriculteurs, les éleveurs et les producteurs alimentaires. Donc, chez Ranch Food Direct, où je passe mon temps tous les jours avec Callicrat Cattle Company à San Francisco, au Kansas, nous travaillons à la mise en place d'un système alimentaire plus résilient et durable depuis environ 22 ans. Je pense qu'il est important de parler des raisons pour lesquelles nous nous sommes penchés sur la construction d'un système alimentaire alternatif. Nous avons toujours pensé que la concentration du pouvoir et de la richesse est l'une des plus grandes menaces pour la civilisation humaine à travers l'histoire. Et le président James Madison a dit, je le cite, « La concentration des richesses détruira notre nation à moins que les lois ne changent. Le jour viendra où notre République sera impossible. Il sera impossible d'y vivre parce que la richesse sera concentrée dans les mains de quelques-uns. Lorsque ce jour viendra, nous devrons nous en remettre à la sagesse des meilleurs éléments du pays pour réajuster les lois de la nation. » Fin de citation. Donc je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis a inscrit dans le marbre au-dessus du portique principal de son bâtiment, l'USDA a été créé dans les années 1860 sous la présidence de Lincoln. Et on peut lire sur la pierre la citation suivante. Je cite, « Le cultivateur qui travaille doit être le premier à participer aux fruits. » C'est une citation de Saint Paul. Donc, fin de citation. Eh bien, c'est tout le contraire qui se produit aujourd'hui. Le vigneron, l'agriculteur, l'intendant de la terre est le dernier à recevoir un quelconque retour des fruits de son travail. En fait, il est mis en faillite par ce système alimentaire contrôlé par un cartel. Nous sommes dans le business de la dérégulation, a dit le président Reagan en son temps. Le gouvernement sait le problème aujourd'hui. Est-ce que le président Reagan a fait à l'application de la loi antitrust dans les années 80 était l'équivalent des arbitres déclarant qu'il n'y a pas de règles et qui quittent le terrain dans un match de football? C'est la même chose qu'il a fait en 80. Donc la tricherie n'était pas seulement autorisée, elle était requise et l'est toujours aujourd'hui. En 96, the US News and World Report a publié un article intitulé Illegal en Iowa. Et 90 ans après, le livre de le livre de Upton Sinclair, publié en 1906, nous voici à nouveau confrontés au même problème. Même si des lois ont été votées pour empêcher ce genre de choses de se reproduire, elles n'ont pas été appliquées. Donc 90 ans après la publication par Upton Sinclair de cet exposé novateur sur l'industrie nationale de l'emballage et de la viande, les immigrants illégaux affluent aux États-Unis pour occuper des emplois dangereux et mal payés que la plupart des Américains refusent. La différence entre aujourd'hui et l'heure, aujourd'hui, il existe un système qui maintient l'arrivée des clandestins et le fonctionnement de l'industrie, et les usines ont fini par s'y fier. Et Bob Peterson, en 96, a déclaré, je le cite, « On ne peut pas l'arrêter, la concentration. On ne peut pas arrêter cette mondialisation et cette concentration. C'est une évolution qui va se produire en dépit de tous ceux qui se trouvent sur le chemin. » Donc, fin de citation. Donc, ceci venant du plus grand emballeur de viande du monde, l'Iowa Beef Processors, qui sera bientôt la propriété de Tyson Foods. Et en décembre 98, mon seul acheteur, le National Beef à San Francisco, dans le Kansas, m'a annoncé qu'il n'achèterait plus mon bétail. Donc j'avais 14 000 bovins, donc 12 000 dans un parc d'engraissement parce que je ne pouvais pas les vendre. J'ai donc appelé le secrétaire à l'agriculture, Dan Glickman à l'époque, qui était chargé de faire appliquer la loi sur les parcs à bestiaux et qui m'aurait empêché d'être mis à l'index par les conditionneurs. Je lui ai demandé pourquoi il n'appliquait pas la loi. Il m'a répondu, je le cite, « Eh bien, tu sais, Mike, en ces temps modernes de mondialisation, nous avons besoin de grandes entreprises capables de faire des affaires à l'échelle mondiale. » Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, un juge dans l'affaire judiciaire, dans laquelle j'étais, moi, demandeur, qui a été déposé en 96, donc,
et qui a conduit à mon blackballing, à mon éviction par les grands conditionneurs. Donc, ce juge, un pouvoir judiciaire à capturer renverse l'intention des entreprises de packaging de 1921 de protéger les producteurs contre le pouvoir abusif des conditionneurs de viande. Donc, ce juge, le juge Strom, a créé un très mauvais précédent lorsqu'il a annulé la décision et la sentence du jury de 2004, estimant que Tyson IBP, la compagnie Tyson IBP, avait violé les lois Packers and Stockyards, c'est-à-dire les lois sur le conditionnement et sur le stock. Donc, la Cour suprême a par la suite refusé d'entendre l'affaire, de sorte que le juge Strom a privé les éleveurs plaignants de 1,28 milliard de dollars de dommages et intérêts accordés normalement par le jury et a refusé notamment tout espoir d'obtenir une injonction qui a empêché les conditionneurs de viande d'agir de manière anticoncurrentielle. Je cite, « JBS offre un poste de haut niveau à un politicien américain de premier plan. » Donc, Sao Paulo dans le Brésil. L'ancien représentant américain John Bonner, 53e président de la Chambre des représentants des États-Unis, a été nommé au conseil d'administration de JBS Food International, une filiale de JBS basée à Sao Paulo au Brésil. Donc, Donc, nous avons donc ici un autre exemple des portes tournantes en fait du gouvernement vers les entreprises et vice versa. Donc après avoir payé 3 milliards de dollars pour régler les accusations de pots de vin et de corruption, les Batistas sont toujours aux commandes de JBS. Toujours en 2017, JBS engage l'ancien chef de la sécurité alimentaire de l'USDA, il s'appelle Al Almanza. Donc, Al Almanza travaillait à l'USDA à l'époque depuis près de 40 ans et avait contribué à mettre hors d'état de nuire les petites usines après des réglementations et des règles onéreuses. Il a autorisé l'entrée de la viande avariée en provenance du Brésil pendant une période de 80 jours, alors que tous les autres pays avaient bloqué le passage de cette viande à leurs frontières. Al Almanza va ensuite travailler pour JBS, évidemment. Donc, le monopole qui s'interpose entre les agriculteurs et les éleveurs et les consommateurs et qui contrôle les coûts des intrants et le prix des extrants est la principale menace pour les agriculteurs et les éleveurs, ainsi que pour les consommateurs qui veulent avoir accès à une alimentation de qualité. Le monopole extrait la richesse de cette entreprise appelée l'agriculture, laissant derrière lui la pauvreté, les gens affamés, la mauvaise nourriture, les aliments hautement transformés et aggravant la crise mondiale de la faim et du manque de nourriture. 4 grands conditionneurs de viande écrasent les petits éleveurs aujourd'hui. La cyberattaque d'ailleurs de JBS n'a été qu'un contretemps dans les opérations de conditionnement de la viande. Mais pour les législateurs, cette alerte à la sécurité est le signe qu'il est peut-être temps de démanteler l'industrie. Et encore une fois, à l'instar du problème Covid et de la rupture de la chaîne d'approvisionnement, nous cherchons à construire des systèmes alimentaires meilleurs, plus résilients et plus sûrs, qui sortent les gens de la pauvreté, non seulement dans l'agriculture, mais aussi chez ceux qui mangent, tout simplement. Les monopoles sont très mauvais. Les monopoles sont très mauvais. Plusieurs auteurs en ont parlé. Et Barry Lynn, dans Open Market Institute, a dit, je le cite, « Combattre ce qui est mauvais tout en construisant quelque chose de mieux ». Alors, construisons quelque chose de mieux. Et à quoi cela ressemblera-t-il? Abraham Lincoln et son conseiller Henri Carré ont dit, je les cite, « Nous devons adopter des mesures nécessaires pour réunir les producteurs et les consommateurs de nourriture et de laine et ainsi augmenter leur pouvoir de faire du commerce entre eux. » Fin de citation. Donc, à quoi ça va ressembler? Les grandes entreprises alimentaires s'interposent entre les consommateurs d'une part et les agriculteurs et les éleveurs d'autre part, construisant un système qui contourne les cartels des grands monopoles alimentaires. C'est ce que nous avons fait avec Ranch Food Direct. Nous soutenons les fermes et les ranchs familiaux. Nous croyons que la ferme idéale est détenue et exploitée par la famille, diversifiée et axée sur le bétail. Le pâturage et l'alimentation de la production de la ferme sont responsables et le fumier animal retourne à la terre. Un moyen plus direct pour les producteurs d'entrer en contact avec les consommateurs désireux de savoir d'où vient leur nourriture c'est ce qui pourrait être une unité d'abattage mobile placée dans une exploitation d'élevage. Les animaux sont traités là où ils se trouvent, ce qui élimine le stress du transport et améliore la qualité de la viande en réduisant également le stress et les coûts. En 1921, l'unité d'abattage mobile a déménagé dans le Montana pour faire partie d'un programme d'enseignement au Northern Montana College.
Elle est aujourd'hui remplacée par un plancher d'abattage construit à cet effet à Saint Francis, dans le Kansas. Les carcasses parcourent 200 miles jusqu'à Colorado Springs avec des œufs et deux autres produits alimentaires de la région et sont livrés au centre alimentaire de Colorado Springs qui abrite Ranch Food Direct. L'étape finale, à mon avis, pour redonner un peu de bien-être à l'agriculture, ainsi qu'une meilleure alimentation aux consommateurs, en gardant l'argent dans les communautés au lieu de l'extraire vers la société mondiale et les élites riches du monde, qu'est-ce que ça devrait être? Je pense que nous construisons des marchés publics, que nous devons construire des marchés publics, qu'ils doivent être publics, privés, privés ou en copropriété avec des vendeurs qui s'y trouvent. Et ma description du marché est la suivante. Le marché nourrit la ville. Les entreprises gérées par les propriétaires transforment et emballent les aliments de la région. Les viandes aux céréales, en passant par des produits de saison. Une brasserie utilisant des céréales et du houblon locaux, ainsi que de nombreux autres fabricants d'aliments préparés, vendent directement aux consommateurs et aux restaurants. Les marchés saisonniers s'étendent à partir du marché principal, accueillant les producteurs et les cultivateurs des zones urbaines. Donc voilà comment aujourd'hui le marché devrait fonctionner. Merci. Donc voici, merci Michael Kallicrate. Donc vous écoutez notamment la conférence de l'Institut Schiller, comment reconstruire une architecture de sécurité internationale.